Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. C'est avec plaisir que je vous reçois encore ce mardi, donc de 13h à 14h, sur une thématique encore différente. On est sur la saison, on atteint l'avant-dernier mois. Hein, la saison, je rappelle, c'est des causeries donc tous les mardis de 13h à 14h de fin octobre à fin avril. Donc n'hésitez pas à profiter de toutes ces dernières thématiques qu'on vous propose. Le concept des causeries, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est des thématiques diverses et variées, mais vraiment d'actualité, qui peut parler à tous. On choisit les intervenants vraiment pour leur capacité de vulgarisation, mais d'expertise évidemment, mais aussi vraiment de l'intérêt qu'ils ont à partager leurs connaissances avec des apprenants, des tuteurs, des institutionnels, puisque évidemment on a des personnes dans l'amphithéâtre ici sur notre site de Saisie Nanterre, mais également plein de gens qui nous regardent à travers le live qu'on vous propose, un lien live diffusable, unique pour toute la saison, gratuit. Pas d'inscription. Vous cliquez à 13h chaque mardi et vous vous connectez jusqu'à 14h. On a nos 25 centres en France Saisie qui nous regardent régulièrement, en particulier bonjour au centre d'Orléans. Et puis évidemment, voilà, toutes les personnes intéressées, n'hésitez pas à transférer ce lien live dans vos réseaux personnels ou professionnels. C'est tout l'intérêt des causeries, c'est de vous ouvrir sur des thématiques que vous n'aurez pas forcément dans vos cours ou dans votre vie en général, des thématiques qui vous passionnent ou pas forcément, mais qui en tout cas vous donneront des outils pour pouvoir échanger après dans vos cadres personnels et professionnels et chaque fois enrichir un peu plus votre culture générale afin de devenir des meilleurs professionnels et des meilleures personnes, évidemment, citoyens et puis pouvoir partager également avec les autres vos intérêts. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet on ne peut plus transverse, on ne peut plus d'actualité, l'information, la désinformation. Ça parle à tous, tout le monde s'est posé des questions sur ce sujet. On a la chance d'avoir Lucille Berlin aujourd'hui qui vient nous parler de ça, journaliste, cofondatrice de FECOF, donc elle va aborder le sujet, elle va vous expliquer ce que c'est. Elle est là pour répondre à vos questions. Donc, vous levez la main en amphithéâtre si vous avez des questions à chaque moment où elle vous posera la question, elle vous donnera la parole, ou via le live, vous n'hésitez pas à envoyer vos interrogations à l'adresse mail suivante, causerie au pluriel, idfc, accroché, @saisie.fr, causerie au pluriel, idfc, @saisie.fr, et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Merci à tous, merci à Lucille d'être là, on peut l'applaudir et bonne causerie. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Asseyez-vous les derniers arrivants, tiens, venez devant les derniers là qui viennent d'arriver. Ça va être votre petite récompense d'avoir eu 5 petites minutes de retard. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Comme le disait Héloïse, il faut vraiment que ce soit un temps d'échange. Moi, je ne suis pas dans la verticalité. Je ne suis pas là pour vous apprendre la vérité. On verra que la vérité, de toute façon, il n'y a pas une vérité. Et que, surtout quand on aborde des thématiques comme l'information ou la désinformation, il n'y a pas une vision, une vérité. Il y a toute une palette de types d'informations. On va parler de ce qu'est l'information, de ce que n'est pas l'information, de ce qu'est la désinformation. Alors, vous imaginez bien qu'en 1 heure... Alors, la semaine dernière, j'ai donné des cours pendant 2 jours avec des L2 au Saisie. Et on a eu 2 jours. En 2 jours, on a eu le temps de balayer pas mal de choses. Là, le défi, c'est de réussir à vous transmettre des choses et à ce qu'on échange sur ces thématiques-là qui sont quand même complexes, qui sont protéiformes, qui sont tentaculaires. En 1 heure, honnêtement, même en 40 minutes, en réalité, si on veut un temps d'échange, c'est un défi, honnêtement, pour pas à la fois dire des banalités et ni rentrer dans des trucs trop pointus. Voilà, c'est pas évident en 40 minutes
de transmettre des choses, mais je vais essayer de m'y employer. Et surtout, si à un moment vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi, je verrai vos mains, je finirai mon petit morceau d'argumentaire ou ma slide et je vous donnerai la parole. Donc vraiment, n'hésitez pas, il faut que ce soit interactif. Donc moi, je suis journaliste. A priori, on n'est pas dans des filières qui se ressemblent et on n'est pas... mon quotidien ne ressemble pas au quotidien que vous aurez, vous, dans vos filières. Sauf qu'en réalité, il y a quelque chose qui nous unit tous, c'est l'information et la désinformation. Parce que ça, il n'y a pas besoin d'être journaliste pour y être exposé. Vous êtes des citoyens. Vous passez en moyenne 4 à 6 heures sur vos écrans par jour, sur vos réseaux sociaux, sur Internet, etc., etc. Et donc, vous y êtes exposé à cette information, à cette désinformation. Ça, c'est des mots un peu, les mots, on va dire, des grandes catégories. Mais on va voir à l'intérieur qu'il y a une complexité et une diversité qu'il faut connaître. Pourquoi c'est intéressant de parler de ça et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que ça vous sert tous les jours. Comme disait Héloïse, ça ne vous sert pas que dans votre milieu professionnel. En fait, c'est ce que je dis souvent aux élèves que j'ai. C'est des clés. L'esprit critique, c'est des clés et c'est des outils. Et c'est une méthode qui vont vous servir tout le temps. Pas qu'au travail, dans vos relations avec vos supérieurs, etc., mais avec vos collègues, dans vos relations de couple, à l'école, avec vos amis. Savoir faire la différence entre l'information et la désinformation, savoir se prémunir des manipulations en ligne. Je pense qu'il y a un souci de micro parce que depuis 10-20 secondes, ça marche. Ok. Donc vous m'entendez bien quand même. Ça marche. C'est des bases et des notions qui servent tout le temps en fait et qui sont pas que là vous n'êtes pas en cours en train de vous dire ah bah ça va me servir pour ma vie professionnelle. Là moi je m'adresse à vous parce que ça peut vous servir tout le temps en tant que citoyen tout le temps et en tout cas j'espère c'est le but. Donc moi je suis journaliste indépendante, j'ai travaillé, je fais très vite sur ma bio parce que ça n'a pas grand intérêt, mais j'ai surtout travaillé en investigation dans des formats longs en enquête ou en documentaire. J'ai été enquêtrice pour Cache Investigation à mes débuts. J'ai aidé des réalisateurs sur des compléments d'enquête à plusieurs reprises, des réalisateurs ou des réalisatrices d'épisodes de compléments d'enquête. Un peu sur pièces à conviction aussi. Là, hier soir a été diffusé sur France 3 un épisode de La Ligne Bleue que j'ai réalisé hier soir. J'ai écrit un livre aussi et j'écris de temps en temps des articles. Mais tout ça n'est pas très passionnant. C'est pour dire que je suis indépendante. Donc, si vous me demandez pour qui je travaille, voilà, je change régulièrement d'employeur. Et surtout, j'ai cofondé avec plusieurs collègues journalistes une association qui s'appelle Fake Off et qui fait des interventions un peu partout en France, dans tous les milieux, scolaires ou hors scolaires, en médiathèque, bibliothèque, centres sociaux, prisons, dans tous les milieux, pour parler information, désinformation, fake news, théorie du complot, métier de journaliste, la confiance, les sources, les méthodes de l'enquête. Tout plein de notions qui peuvent servir à tout le monde et qui peuvent intriguer un peu tout le monde, intéresser tout le monde. Parce que le métier de journaliste, je suis bien placée pour le savoir, il y a une espèce de fascination, répulsion. Les gens sont à la fois « Ah ouais, t'es journaliste, c'est trop bien !» Et en même temps, je déteste les journalistes, je les crois pas du tout. Si ça vient d'un journaliste, c'est que c'est pas vrai. On entend ça aussi parfois. Et je le comprends et je comprends les deux. Mais justement, souvent, quand il y a une version un peu dichotomique en noir et blanc des choses, une vision très tranchée, souvent, c'est pas bon signe parce que la vérité, elle est complexe et que la vérité, elle est souvent dans cette zone grise au milieu entre deux versions très tranchées qui disent ou tout blanc ou tout noir. Et donc, dans le journalisme, dans les médias, c'est pareil. Il y a des gens bien comme dans tous les milieux. Il y a des gens qui sont intéressés par le buzz, la fame, la gloire. Il y a des gens qui font mal leur métier parce qu'ils le font trop vite ou qui ne sont pas assez consciencieux. Mais il y a aussi des contraintes qui s'appliquent à nous, à notre métier et qu'il faut que parfois l'information est appauvrie en bout de course. Et ça, vous le voyez dans toutes les filières. J'en parlais avec des collègues à vous en filière BTP, mais je le vois à l'hôpital, je le vois à l'école. Il y a des contraintes qui font que quand on nous demande de faire toujours plus avec moins de moyens, forcément l'information en bout de course, l'information que nous on produit, parce que ce qu'on produit nous les journalistes, c'est de l'information. C'est pas une boîte de petits pois, c'est pas un chantier de BTP, c'est pas un logiciel informatique, c'est de l'information. Et donc elle est projetée aux yeux du monde entier. Bon, j'exagère un peu, parfois c'est juste de la presse locale, mais ça peut aller jusqu'à... Voilà, elle est projetée vers un public. Et donc, le public en entier a un droit de regard sur ça et il a un droit à être bien informé.
Donc on a une sacrée responsabilité, c'est pour ça qu'on dit parfois que les journalistes sont le 4e pouvoir dans une démocratie, un contre-pouvoir qui est capable d'enquêter, de remettre en cause, de questionner les autres pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, et en tout cas de questionner parfois les failles, les problèmes qu'il y a dans nos démocraties. Donc, Fake Off, on a bien grandi depuis nos débuts et à ce jour, on a à peu près 30 000 bénéficiaires de tous âges qui ont bénéficié de nos interventions, que ce soit des ateliers courts, des ateliers production sur 2 jours, des conférences, etc. Je vous mets nos contacts sur les réseaux sociaux et nos contacts mail si jamais vous voulez nous contacter. Donc, voilà, en 40 minutes qui nous restent, ou 35, je vais quand même regarder un petit œil sur la montre, il est 13h10. Un peu le programme de ce qu'on va voir ensemble. Alors, esprit critique, c'est un bien gros mot, on va commencer tout de suite avec l'esprit critique, parce que rien que sur cette slide, on aurait pu y passer 2 heures. L'esprit critique, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que si je vous demande tous quelle est votre définition de l'esprit critique, vous allez tous avoir des mots-clés ou des réflexes, des réponses différentes. Mais il y a des choses qui viennent plus facilement en tête que d'autres, et à contrario, il y a des choses qu'on oublie et qui sont pourtant des clés essentielles de l'esprit critique. Sur ce diagramme à droite, en jaune, sur ce graphe, bien sûr, dans l'esprit critique, on pense bien sûr à faire des hypothèses, chercher des sources, évaluer l'information. Ça vous paraît peut-être bateau, évidemment, quand on est journaliste, mais quand on est citoyen, c'est pareil. Remonter à la source de l'information, ça aide à réinterroger une source et à développer son esprit critique. Mais il y a aussi des choses auxquelles on pense moins. Par exemple, l'écoute, la modestie et la lucidité. J'ai mis des petits éclairs rouges là où on l'oublie souvent. Parce que parfois on croit qu'on a un esprit critique, mais par exemple on n'a pas d'esprit critique quand on n'est pas capable d'écouter l'autre et quand on n'est pas capable d'écouter vraiment ce qu'il a à nous dire, et surtout quand il n'est pas d'accord avec nous. Surtout quand il n'est pas d'accord avec nous. Je la répète cette phrase parce qu'elle est hyper importante. Moi en tant que journaliste et en tant que citoyenne, parce que j'ai comme vous des amis, de la famille, des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et c'est bien normal, sur tout un tas de sujets d'actualité, je ne vais pas les resituer, mais ces dernières années, entre le Covid, les vaccins, la guerre en Ukraine ou en Russie, etc., il y a tellement d'infos et de désinformations qui nous passent devant, sur nos écrans, qui passent devant nous et qui sont sujets à polémique ou à débat et sur lesquels on a du mal à y voir clair, on a du mal à savoir, mais attendez, mais qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous veut, est-ce que c'est vrai, qui dit vrai, qui dit faux? On est perdu et parfois ça crée des débats hyper épidermiques. Et ça, c'est hyper important que vous le sachiez aussi parce que quand on parle d'information et de désinformation, moi j'ai été confrontée personnellement et dans ma vie professionnelle en tant que journaliste à des cas où ça va hyper loin. C'est-à-dire qu'on parle de cas où il y a des gens au sein d'une même famille qui ne se parlent plus, où il y a des couples qui divorcent, où il y a des gens qui quittent leur travail parce qu'avec leur boss, ils ne pensent pas la même chose sur les vaccins ou sur le Covid. Ça va très très loin. Et ça a dû vous arriver probablement à vous d'avoir des débats hyper épidermiques sur ces sujets-là. Donc l'une des clés déjà, dans les 3 clés que j'aimerais vous transmettre, même si tout est intéressant à lire dans ce diagramme, c'est vraiment l'écoute et s'intéresser à ce que pensent et savent les autres. Pourquoi? Parce que quand il y a un sujet un peu épidermique comme ça, le réflexe qu'on a tous, et c'est normal, c'est de vouloir d'abord, le plus vite possible, déballer tout ce qu'on sait, parce qu'on est sûr de ce qu'on sait, et l'avis de l'autre, il passera après. De toute façon, on pense que c'est nous qui avons raison. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. On est tous pareils. Mais c'est pour ça qu'il faut le travailler et que c'est ces compétences-là qu'il faut travailler. L'écoute, la modestie, avoir conscience de la complexité du réel, accepter de s'être trompé. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Rien que ce point-là, ces 2 petits points-là, avoir conscience de la complexité du réel, sortir des visions où quand quelqu'un vous dit mais moi j'ai tout compris, je suis sûr, dans une vidéo YouTube, je vous donne ma vision, ma version, vous allez tout savoir sur le Covid et le vaccin, je vais tout vous expliquer en 10 minutes, tout ce que tout le monde vous a toujours caché. A priori, ça sent pas très bon, quoi. Résumer un sujet aussi complexe en 10 minutes et dire qu'on est sûr d'avoir raison et qu'on a raison sur tout et qu'on se trompe sur rien, globalement,
Moi, ça me met personnellement pas trop en confiance. Je préfère les personnes qui doutent. Je préfère quand un interlocuteur dans une vidéo, qui soit journaliste ou youtubeur, ou qui soit ingénieur ou boulanger, me dit voilà, moi j'ai découvert un truc, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais voilà quelles sont mes sources. Bon, peut-être que je me trompe sur ça, j'ai commencé à vérifier à tel endroit, bon, il y a tel expert du sujet qui dit la même chose, mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres experts qui disent autre chose. Bon, moi j'ai la conviction que, mais voilà. Ça, c'est un gage de confiance. Ça veut dire que la personne, votre interlocuteur, votre source, encore une fois, que ce soit un journaliste à la télé, ou que ce soit un copain à vous, ou que ce soit votre médecin ou votre boulanger, ça veut dire que votre source, elle est capable d'accepter de s'être trompée, et elle a conscience de la complexité du réel, et que souvent la vérité, elle n'est pas noire ou blanche, mais elle est dans cette zone grise dont je parlais tout à l'heure. Et la lucidité, ça va un peu avec ça, c'est poser un bon diagnostic, et ça c'est évidemment hyper difficile à s'appliquer à soi, dans ce qu'on dit et dans ce qu'on pense. Qu'est-ce qui est sûr à 100% parce que c'est vérifié, prouvé, que ça fait un consensus, par exemple dans la sphère scientifique, etc. De quoi on n'est pas tout à fait sûr, ce qui est de l'ordre de l'hypothèse, etc. Et surtout, ce qu'on oublie le plus souvent, alors que c'est hyper important, c'est qu'est-ce qu'on ignore, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Ça, pour être lucide soi-même sur là où on ne sait pas, en savoir-faire, en savoir-être, en savoir-vivre, quels sont ces endroits où on ne sait pas, où on n'est pas légitime pour parler. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas légitime pour avoir un avis. On a le droit d'avoir un avis, une opinion, ça c'est quelque chose. Mais à quel point ce qu'on dit va être pertinent, va être fiable, va être rigoureux, va être sourcé, va être vérifié, ça, en réalité, tous dans nos domaines, on a beaucoup plus d'endroits où on ignore et où on ne sait pas et où on n'est pas compétent que d'endroits où on sait. Et ça, en avoir conscience, déjà, c'est un premier pas. Et déjà, ça vous démarquera de ceux qui pensent avoir de l'esprit critique, mais qui savent tout sur tout. Non, quand on prétend savoir tout sur tout, on n'a pas d'esprit critique. Et probablement aussi qu'on est plus, j'allais dire, quelque part... alors, je ne sais pas. Il faudrait faire une étude. Vous voyez, je dis je ne sais pas. C'est important de dire je ne sais pas quand on ne sait pas. C'est important. On ne le fait pas beaucoup. Je ne suis pas sûre. J'ai émis une hypothèse. Peut-être que ces gens-là, ceux qui pensent savoir tout sur tout, peut-être qu'ils sont plus manipulables, peut-être qu'ils voient le monde de manière beaucoup plus dichotomique, en noir ou en blanc, et qui passent à côté de la complexité, de l'information, et qui tombent plus souvent dans les pièges de la désinformation. Je soumets cette hypothèse, mais il faudrait qu'elle soit vérifiée par des sociologues, sur des panels représentatifs, etc. etc. Donc l'esprit critique, c'est tout un tas de compétences, et c'est un cycle logique, avec des étapes. Évaluer le contexte. Les 5 W, je vous les remis là, mais c'est peut-être quelque chose qui vous paraît assez classique, qu'on voit souvent en anglais, en classe de 6e ou 5e. C'est un truc qui aide tout le temps. Hein. Les 5 W, vous savez, c'est who, donc qui, where, donc où, why, pourquoi, what, quoi, et en fait, le dernier W, souvent, c'est un H, c'est le how, comment. Et donc ça, ces 5 W-là, ils nous aident à chaque fois, quand vous êtes face à un nouveau contenu, sur les réseaux sociaux, sur le web, que vous ne savez pas encore si c'est de l'information, de la désinformation, etc., la première chose à faire, c'est vous poser ces questions-là du contexte, les 5 W. Qui, où, quoi, comment, pourquoi. Qui s'adresse à moi? C'est qui cette personne? Quels sont ses intérêts? C'est pas pareil si quelqu'un me parle du vaccin et de ses effets, s'il est, encore une fois, boulanger, chef de chantier ou médecin épidémiologiste ou éditorialiste au Figaro ou à Libération. C'est pas la même chose. Il n'aura pas les mêmes compétences, pas le même degré d'expertise, pas la même autorité pour parler de ça. Légitimité surtout. Ensuite, émettre des hypothèses, faire des pistes. Très souvent, on zappe cette partie-là. Bah ouais, c'est chiant en fait, on a envie d'aller à la vérité directement. Ah ouais, mais la vérité, elle se mérite. C'est un chemin. Et donc, pour y arriver, il faut faire des recherches, il n'y a pas de secret. Moi, c'est mon métier, donc au quotidien... j'allais dire, je suis payée pour ça. Donc, j'y passe des heures et des heures et des heures. Parfois 6 mois sur le même sujet, 1 an. Mais vous, au quotidien, c'est ça qu'il faut faire. Si sur un sujet vraiment important, qui vous touche, et un sujet où vous ne savez vraiment pas à quoi vous en tenir, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est rose, est-ce que c'est noir, qui croire, quoi croire, c'est ça, c'est passer par émettre des hypothèses, dresser des pistes, puis aller vérifier,
chercher des sources variées pour en tirer des conclusions logiques les plus probables. Et la dernière, qui est souvent zappée aussi, remettre en question ses présupposés, ses pistes, ses hypothèses de départ, et être sûr de les confronter, parce que parfois on peut être tenté d'aller trouver que les réponses et les éléments qui vont dans nos sens. Aller chercher vraiment à confronter au réel et à la contradiction ces conclusions, pour être vraiment sûr de soi. Ok, ça c'était quelques bases sur l'esprit critique. Donc sur l'information et la désinformation, de quoi on parle? Ça peut paraître tout bête comme question, hein, mais par exemple, est-ce que pour vous c'est clair la frontière, si je vous demandais de résumer, est-ce que quelqu'un pourrait me résumer en une phrase la frontière entre information et communication, par exemple? C'est quoi la différence entre l'information et la communication? Je vous apporte le micro. Redis. Ah oui, micro. Le micro arrive. L'information, c'est un objet à parler, c'est quelque chose, par exemple, qui est arrivé. Et la communication, c'est la façon de le dire. Alors, bien tenté, il y a du vrai dans ce que tu dis, mais c'est pas là que je veux vous emmener, c'est pas tout à fait ça là. Enfin, il y a plein de différences en l'occurrence. On peut faire un tableau avec des différences, des similitudes, etc. Au fond, c'est pas évident comme question. Moi, ça me paraît évident parce que je suis journaliste, donc je fais de l'information. Et précisément, comme je suis journaliste, je ne suis pas censée faire de la communication. Là, je vous aide un peu à réfléchir à la différence. Mais c'est pas si évident. Vas-y, je t'en prie, je t'écoute. On t'écoute. L'information, c'est, par exemple, c'est quelque chose qui a été prouvé, on va dire, alors qu'une communication, je peux dire à quelqu'un quelque chose, mais c'est pas réel. Ok, alors je précise, ouais, pas mal, on s'approche. Je précise ma demande, quand je parle de communication, je parle du secteur de la communication. C'est-à-dire pas le fait de communiquer, vous et moi, oui, ça s'appelle le verbe communiquer. Mais là, je suis en train de vous demander la différence entre le secteur de l'information, tu vois, vos réponses m'aident à préciser, ma question n'était pas assez claire. Là, je vais vous demander la différence entre le secteur de l'information et le secteur de la communication. Ou par exemple, la différence entre quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'information, qui doit produire de l'information, et quelqu'un qui produit de la communication. On a une réponse par ici. Allez, une dernière. L'information, c'est objectif et la communication, il y a un but derrière. Ouais, tout à fait ça. On pourrait le dire autrement, mais c'est exactement ça l'idée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'orient. Alors, on va revenir point par point. L'information, moi, quand je pars sur un terrain pour étudier telle ou telle question, parce qu'on se dit, bon, alors à cet endroit-là, on a des riverains qui nous alertent sur le fait qu'il y a une pollution industrielle de telle entreprise qui fait des rejets illégaux dans la rivière du coin, etc. Bon, on part, on a quelques alertes, mais on y va pour mener l'enquête. Ces alertes, elles sont peut-être vraies, elles sont peut-être fausses. Et moi, que je rentre à la rédaction ou dans mon émission avec, mon émission, j'ai pas d'émission, mais l'émission pour laquelle je bosse à ce moment-là, que je rentre avec les riverains sont des menteurs, ou oui, les riverains ont raison et cette pollution, elle est catastrophique et il faut la dénoncer, je ne vais pas être payé plus, je ne vais pas être payé moins, et j'ai aucune obligation de rentrer avec la réponse A, B ou C ou D ou X, Y. Ok ? La communication, c'est différent. Dans le secteur de la communication, les personnes qui font des études de communication et qui bossent dans la communication, et j'en connais plein et je les adore, c'est pas la question, mais la différence de fond, c'est qu'ils sont payés pour délivrer un message. Donc c'est pas je vais dire A, B, C ou D ou Y selon ce que je trouve sur place. C'est je pars avec l'idée de dire B parce que la réputation de telle entreprise me paye, je suis au service de communication de cette entreprise, pour délivrer ce message sur cette entreprise. Et donc, imaginez que je travaille pour la communication de l'entreprise qui pollue la rivière là en question. Ah bah si je suis au service communication et que je dois faire un communiqué en interne ou même répondre à la presse qui vient m'interroger, eh bien, je ne vais pas dire, si ça se trouve, s'il y a vraiment des rejets illégaux, je ne vais pas dire ça. Je vais dire, mais non, bien sûr que non, il n'y a pas de rejets illégaux. On ne ferait jamais ça dans notre entreprise, voyons, on a une politique RSE très développée, on fait très attention à ce qu'on fait, jamais on n'aurait fait ça. La différence entre l'information et la communication, c'est ça. Il y en a plein d'autres. Mais comprendre et savoir quelles sont les différences, qu'est-ce qu'une information et qu'est-ce que n'est pas une information, c'est ça aussi la différence. Parce que je vous dis ça, pourquoi c'est important ? Parce que encore récemment, je suis tombée sur une enquête aux États-Unis, un espèce de sondage qui demandait aux gens quelles sont les sources d'informations autour de vous,
dans lesquelles vous croyez le plus. Donc, j'en sais rien, l'État, votre entreprise, vos parents, les médecins, je dis n'importe quoi. Et ben la source dans laquelle ils croyaient le plus, c'était leur entreprise. Et moi, j'ai envie de dire, votre entreprise, c'est très bien et c'est une source d'information intéressante et c'est une source d'information pour certains trucs qui est très fiable. J'en sais rien sur les process à l'intérieur de l'entreprise, etc. Mais le jour où elle fait des pollutions ou des choses illégales, ou etc., elle ne va pas s'en vanter et elle ne vous donnera probablement pas cette information. Donc si vous cherchez une source neutre extérieure pour avoir vraiment les faits, la réalité de ce qui s'est passé sur cette entreprise à un moment, si elle est un peu pointée du doigt sur certaines choses, et c'est vers l'information qu'il faudra vous tourner. Et c'est ça la différence. Après, est-ce que ça veut dire que dans le secteur de l'information, donc le secteur des médias, on peut prendre 2 minutes pour discuter d'un terme sur lequel parfois je passe 1 heure en intervention, on va essayer de faire vite. Mais la différence cette fois entre information et opinion. Là, on a commencé tout à l'heure par le secteur de la communication, donc les communicants qui sont au service d'une entreprise ou d'une cause, etc. Ça peut être des communicants politiques aussi. Mais là, je vous parle plus généralement d'une opinion, c'est-à-dire information-opinion, c'est sans arrêt chez nous, entre nous, tout le temps. Sur un sujet, quand on se bat parce qu'on préfère le PSG ou l'OM, ou quand on se bat parce qu'on préfère aller chez Burger King ou chez McDo, ou parce qu'on préfère les suites de chez Puma plutôt que de chez Nike, dans notre argumentaire, quand on se prend la tête avec notre sœur, ou notre petit frère, notre cousin ou notre meilleur ami, il y a souvent un peu des deux, de l'information, de l'opinion, etc. Mais c'est hyper important de distinguer les deux, de savoir faire la différence entre les deux. Et ça, si ce n'est pas clair pour vous, c'est hyper important de le travailler et de vous y exercer parce que si vous savez mieux distinguer les deux, ça va vous rendre service tout le temps, encore une fois, dans vos relations avec les autres, parce que énormément de quiproquos et énormément d'embrouilles et d'engueulades dans le secteur professionnel ou pas professionnel viennent du fait que quand on discute, on ne s'est même pas encore mis d'accord sur l'information et on n'a même pas le même degré d'information, on n'a même pas les mêmes informations de départ, qu'on est déjà en train de se battre sur nos opinions. Or, les opinions, tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Tout le monde a le droit d'avoir ses opinions. C'est propre à chacun, c'est des croyances, ça peut être religieux, ça peut être politique, ça peut être préférer telle couleur ou telle équipe de foot. Ça, c'est une opinion. Elle n'a pas de valeur, elle n'est pas inintéressante, elle est intéressante, elle vous aide à vous construire en tant que citoyen. Bien sûr que c'est important d'avoir des opinions, mais je dis juste que ce n'est pas la même chose que l'information. L'information, c'est une autre case, et l'information, c'est justement ce sur quoi on est censé tous se mettre d'accord. C'est un socle commun de réalité et de discussion qui permet ensuite d'aborder nos opinions de manière beaucoup plus apaisée et de manière plus compréhensive. Une fois qu'on est d'accord sur les faits, on peut entendre et comprendre et être OK avec le fait qu'on a des opinions différentes. Mais souvent, vous voyez, moi je le vois tous les jours, il y a plein de querelles, de mal-être dans la société qui viennent du fait qu'on a du mal à différencier les deux. Des pièges dans lesquels on tombe parce qu'on croit que c'est de l'information alors que c'est de l'opinion. Alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais qu'il faut que ce soit prouvé, vérifiable, etc. C'est ça aussi. Un fait, c'est vérifiable, prouvable. C'est prouvable en théorie, mais ça a été prouvé. Sinon, ça serait tombé. Si c'est vérifiable, qu'on le vérifie et que ça ne se vérifie pas, c'est de la mésinformation ou de la désinformation, on va le voir. Mais en tout cas, si c'est prouvé et que ça devient de l'information, là, on peut commencer à discuter et à aborder la suite. C'est comme les fondations, l'information, les faits. Les faits, c'est un peu les bases, les fondations d'une maison. Et donc, si après, on veut construire des choses par-dessus, ensemble, en tant que société, dans une famille ou dans une entreprise, faut déjà se mettre d'accord sur les faits. Je vous prends un exemple tout bête, les chiffres du chômage, ou même les chiffres de l'immigration, pour prendre des exemples un peu polémiques, au sens où ça revient très souvent dans l'actualité, et c'est très épidermique, ça provoque des débats, des polémiques, etc. Très souvent, ce que je vois quand je commence à l'aborder, soit dans ma sphère familiale ou amicale ou en intervention, c'est que ça devient tellement épidermique, c'est que tout de suite, encore une fois, on va sur les opinions, mais on n'est même pas d'accord, on ne sait même pas de quoi on parle. C'est-à-dire que personne n'a les mêmes chiffres, personne n'a les mêmes données. Donc commençons par se pencher ensemble, si ça vous arrive avec quelqu'un, commencez par vous pencher ensemble sur le sujet. Ok, on n'a pas le même avis là-dessus.
Toi, tu dis que c'est ça, qu'on est envahi, qu'il y a une vague d'immigrés en France et qu'en fait, la moitié de la population française est arrivée dans les 10 dernières années et que c'est une catastrophe pour la France. Ok, ça, c'est ton avis. Ben, moi, j'ai pas du tout cet avis-là. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, on n'est pas si nombreux et qu'on devrait en accueillir plus. Ok, 2 avis différents. Ok, partant de là, on peut discuter pendant 10 000 ans et jamais se mettre d'accord et se jeter des flèches dans la tête. Mais on peut aussi décider de mettre notre opinion de côté momentanément et d'aller vérifier les faits. Et d'aller chercher des sources, d'aller croiser, d'aller interroger différentes personnes, d'aller lire des articles de personnes qui travaillent avec les migrants, d'aller lire des articles sur des sources variées et des opinions variées pour s'ouvrir l'esprit, et c'est ça aussi l'esprit critique. Des informations et mes informations, on ne va pas avoir le temps évidemment de tout aborder, mais je voudrais que vous reteniez une chose, parce que là aussi c'est le fruit pourri parfois, qui donne lieu à énormément de querelles, d'incompréhension, etc. En fait, ce qu'on voit beaucoup comme fake news, on va revenir sur ce mot, sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Finalement, avec le temps, c'est pas tant de la désinformation au sens où il y a une manipulation et une intention de nuire. C'est ça qui fait la différence entre la désinformation et la mésinformation, c'est l'intention. Désinformer, il y a une intention de nuire. La désinformation, elle a été créée pour vous induire en erreur, pour vous faire passer un message, et on va voir dans quel but derrière, il peut y avoir des buts variés. Alors que la mésinformation, c'est une erreur. Et ça nous a tous arrivé d'en être le vecteur, même sans vouloir lancer des ragots sur les gens ou mettre le feu à je ne sais quoi. Enfin, en fait, parfois, ça nous est arrivé de partager trop vite et d'avoir été le vecteur de mésinformation parce qu'on s'est senti inquiet face à des sujets, souvent des sujets qui nous font peur, sur la santé, sur l'environnement, des choses comme ça. Parfois, on partage un peu vite ou sur des rumeurs, des ragots, sur des people, des choses qui nous font rire ou qui nous inquiètent, etc. En fait, on ne va pas vérifier vraiment si c'est vrai ou si c'est faux. On va partager pour faire le buzz ou partager à sa communauté, à ses potes, parce que ça nous fait marrer, mais sans vérifier. Sauf que ça pourrait s'arrêter là et n'avoir pas grande incidence si c'était anodin. Par exemple, parfois en cours avec les jeunes 6e ou 5e, je poste l'image, on travaille sur une image truquée d'un lion blanc. Or, les lions blancs, d'un lion noir ou d'un lion blanc, du coup, je doute. Zut, un lion noir. Ok, merci. Lion blanc, ça existe, lion noir. Je projette les 2 images. Et en l'occurrence, il y en a une qui est truquée, qui a été photoshopée, et où justement le lion a été peint, alors a priori en noir. Oui, je crois que c'est ça, parce qu'il était couleur sable à la base, et là, il est peint en noir. Mais bon, ça se voit pas trop, et si on projette juste le lion noir, on se dit, ah oui, il y a des lions noirs, etc. Bon. Ça, c'est un exemple anodin. Je veux dire, on s'en fiche, vous et moi, d'avoir relayé un lion noir si en fait, il n'existe pas vraiment. Bon, ça va pas changer la face du monde. On est d'accord. Sauf qu'il y a des exemples beaucoup plus polémiques. Et il y a des photos truquées, des vidéos truquées, ou des informations décontextualisées, dont on change la date, dont on change le lieu, qui peuvent avoir une vraie incidence sur des gens. Il y a des gens qui se font tabasser dans la rue parce qu'il y a des rumeurs qui courent sur telle ou telle communauté. Par exemple, la communauté Rome. Nous, pendant un temps, on a beaucoup travaillé avec les élèves sur la rumeur des camionnettes blanches, qui disait qu'il y avait des camionnettes blanches, mais ça fait 15 ans que ça circule, notamment en Ile-de-France, mais un peu partout en France, qu'il y a des camionnettes blanches qui circulent autour des établissements, qui enlèvent des enfants, qu'il y a du trafic d'organes et qu'on ne revoit jamais ces enfants-là, etc. Ok, sauf qu'on a enquêté et que ça, c'est une rumeur, c'est un ragot qui revient très souvent sur les réseaux sociaux, qui revient sur TikTok, etc. Mais ça, c'est de la désinformation. Et il y a des endroits, et notamment un endroit où il y a des jeunes du coup qui sont allés tabasser. Ils ont pris le premier camp de Rome qui passait là, près de chez eux, et ils sont allés tabasser des gens qui étaient de ce camp de Rome, qui n'avaient rien fait, qui n'avaient rien à voir avec ces histoires. Et cette histoire n'était même pas vraie. Donc vous voyez que ça peut avoir des conséquences. Ça peut jusqu'à influencer des élections, des votes. On a vu lors de la campagne démocrate-républicain Hillary Clinton, Donald Trump en 2017, que ça avait pu influencer les élections, comme sur le Brexit au Royaume-Uni. La décision de sortir ou pas de l'Union européenne, que des fake news relayées massivement avaient pu influencer les élections. Donc, information, opinion, je passe assez vite sur ça, mais parce que ça se concerne plus le milieu des médias et des journalistes. Ça, c'est un petit mapping de plein de médias différents que je passe en cours et on débat sur lesquels vous connaissez pas.
lesquelles sont radio, télé, presse écrite, lesquelles sont transverses, quelles sont leurs lignes éditoriales. La ligne éditoriale, c'est la teinte, la couleur politique. Donc là, vous voyez aussi, comme quoi, sur cette différence, par exemple, entre faits et opinion, information et opinion, c'est que bien sûr, des médias, et là j'en reviens à, je ne sais plus, l'un de vous, ou c'est toi, qui évoquait le fait que, qui disait, oui, dans les médias aussi, oui, c'est de l'information, mais il peut y avoir de l'opinion. Bien sûr, il peut y avoir de l'opinion aussi. Il y a même ce qu'on appelle des éditorialistes, qui sont un type de journalistes très très particulier, qui eux sont pas payés pour partir sur un terrain, comme on disait tout à l'heure, et voir si c'est A, B, C ou D la réponse, mais qui sont faits pour incarner la ligne éditoriale du journal. Donc si vous êtes éditorialiste au Figaro, vous serez plutôt de droite et à défendre un système, une économie plutôt libérale, plutôt capitaliste, etc. Alors que si vous êtes éditorialiste à l'Humanité, un journal traditionnellement, historiquement fondé par le Parti communiste, là vous allez défendre plutôt une idéologie communiste. Donc un système... bref, on ne va pas faire un cours sur l'histoire politique. Mais en tout cas, bien sûr, il y a des lignes éditoriales. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Pourquoi ? Parce que souvent, on me dit, ouais, mais les journalistes, vous dites tout et son contraire. Quand on allume BFM ou CNews, on n'entend pas du tout la même chose. Ou quand on écoute France 24 ou RFI, j'ai un collègue à vous qui m'a dit ça la semaine dernière, sur la politique de certains pays africains. Sur France 24 et RFI, ils ne disent pas du tout la même chose, etc. C'est là qu'il faut différencier fait et opinion. Parce que RFI, France 24, ça m'étonnerait que sur la politique du Mali, du Sénégal ou du Rwanda, ils disent des choses différentes en termes de faits. S'il y a eu un incendie à tel endroit, s'il y a eu un massacre à tel endroit, ils ne vont pas s'amuser l'un à dire il y a eu un mort et l'autre il y a eu 350 morts. Sur les faits, ils seront d'accord parce que c'est un travail. Alors après, il y a toujours des exceptions et il y a des fois où c'est très difficile de définir. Quand il y a eu un massacre, parfois c'est très difficile de dresser un bilan. Mais là, vous voyez que ce n'est pas parce qu'il y a une volonté de manipuler. C'est parce que c'est difficile d'obtenir une info fiable sur certains terrains en particulier, et notamment des terrains de guerre. Mais vous voyez, réussir à différencier ça, ça veut aussi dire, ok, les médias, normalement, sur les faits, ils sont raccords. C'est des faits vérifiés, prouvés, sourcés. Parfois, les médias se trompent, ça c'est clair. Il y a des journalistes qui font mal leur boulot, il y a des rédactions parfois qui dysfonctionnent, des contrôles qui ne sont pas faits. Normalement, c'est un travail collectif, il y a des relectures, etc. Mais parfois, non, parfois c'est mal fait aussi. Donc il y a des erreurs qui sont dites. Et ça, normalement, les journalistes, à la différence de quelqu'un qui publie un post sur les réseaux sociaux, s'il se trompe, il n'a aucune obligation de le dire. Nous, on a un devoir déontologique et une obligation au sein de nos rédactions de dire quand on s'est trompé. Et ces dernières années, on le fait de plus en plus. Et ça a peut-être été une erreur pendant des années de se dire on ne communique pas trop sur là où on s'est trompé parce que ça montre que parfois on se trompe et tout. Ouais, ça montre que parfois on se trompe, mais on est humain comme tous, et tous dans nos milieux et nos métiers, ça peut arriver de se tromper. Mais l'important, c'est d'expliquer, de raconter, de faire son mea culpa, et de raconter pourquoi on s'est trompé, d'expliquer le circuit de l'information, là où ça a déconné, et d'informer le public. Et c'est comme ça qu'on tisse une relation de confiance. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur vos sources, que ce soit votre mère, votre médecin ou votre boss, quelqu'un qui vous dit qu'il s'est trompé et qui vous explique pourquoi, c'est un gage de confiance, c'est un gage de fiabilité et de qualité. Il y aura moins de chances qu'il vous baliverne, qu'il vous manipule, etc. S'il vous dit quand il s'est trompé. C'est un gage de confiance. Je vous ai mis la carte des médias français. Pourquoi c'est important ? Il y a une autre carte aussi qui est intéressante. Ça, c'est les médias publics et privés en France. Il y a aussi une carte des médias indépendants qui existent, donc des médias qui ne sont financés ni par le public, ni par des grands groupes privés. Mais c'est important de le savoir aussi. Pourquoi ? Parce que parfois, une partie de la désinformation ou de la mésinformation est issue non pas de ce qu'on nous dit, mais de ce qu'on ne nous dit pas. Pourquoi ? Parce que quand dans un pays, en France, et encore, on n'est pas le pire, il y a des pays où c'est 3 ou 4 milliardaires ou millionnaires qui possèdent une grande partie des médias. En France, il y a 11 milliardaires qui possèdent 90% à 90% à peu près vous voyez, 80% des journaux vendus, par exemple, 95% des journaux vendus de la presse nationale généraliste, 47% à peu près une radio généraliste sur 2 et 57% de télé généraliste. Ça ne veut pas dire que sur ces télés-là, ça ne veut pas dire que sur BFM ou sur, j'en sais rien, si je prends Le Figaro, je ne sais plus où il est, là-haut, qui appartient au groupe Dassault. Groupe Dassault, un grand industriel français lié au secteur de l'aviation, par exemple.
Bah oui, peut-être que si demain il y a une grosse enquête avec des gros problèmes dans l'entreprise Dassault sur un défaut de fonctionnement d'un avion ou je vous dis n'importe quoi, je prends des exemples fictifs, de l'exil fiscal ou de la maltraitance de salariés, je ne sais quoi. Bah oui, peut-être que si ça touche le Figaro, si ça touche le groupe Dassault, bah il n'y en aura pas 4 pleines pages en entrée du Figaro. Ouais, probablement. Peut-être que ça va faire qu'un petit article ou qui vont ne pas en parler. Mais là aussi, c'est important de l'avoir à l'esprit parce que ça ne veut pas dire que tous les médias sont corrompus et que le fait qu'il y ait 11 milliardaires qui possèdent une grande partie des médias en France, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver l'info ailleurs. Donc diversifiez vos sources, hyper important. Souvent quand l'un d'entre vous me dit ouais mais ça, personne n'en a parlé. Ben non, personne n'en a parlé, peut-être sur BFM, CNews, TF1 ou j'en sais rien, la chaîne que vous regardez le plus souvent. Oui, mais très certainement que d'autres collègues journalistes dans d'autres médias en ont parlé. Donc attention à ce dont on vous parle et ce dont on ne vous parle pas et ne tirez pas de conclusions hâtives sur ce que les médias couvrent ou ce que les médias ne couvrent pas. Souvent on me dit ouais mais sur l'actualité en Amérique latine ou en Asie ou en Afrique vous couvrez jamais, tout le monde s'en fout, etc. Oui, dans certains médias on en parle très peu, mais par exemple RFI, France 24, on en parle beaucoup d'actualité internationale et si c'est ce qui vous intéresse vous, allez sur les médias qui en parlent. Choisissez vos médias. Et là vous redevenez acteur de l'information. Vous faites un choix, vous ne subissez pas, vous redevenez acteur, vous allez chercher les infos, les lignes éditoriales, les sources qui vous intéressent, qui vous plaisent, etc., etc. C'est comme ça qu'on redevient acteur aussi de l'information. Là, je vais passer rapidement, mais sur la désinformation, la mésinformation, on a commencé à l'aborder. Bien sûr, il y a le contexte, les 5 W dont je vous parlais. Ensuite, il y a l'intention, on a vu, entre la désinformation et la mésinformation. On peut relayer un truc ou même lancer une rumeur parfois sans avoir une mauvaise intention, même des fois avec des intentions louables, mais simplement on n'a pas fait son boulot, on n'a pas vérifié, on a dit une bêtise et après ça se répand comme une traînée de poudre et on s'en mord les doigts parce que les conséquences sont bien réelles, on va le voir. Donc vraiment prenez le temps, surtout si vous voyez que c'est un sujet sensible, que vous êtes en train de vous dites est-ce que je clique ou pas là, est-ce que je fais partager alors que ça se trouve c'est une info qui a des conséquences, encore une fois, si on est sur le lion blanc ou noir, voilà. Mais si on est sur oui injectez-vous tel remède parce que ça guérit miraculeusement de je ne sais quoi, alors que ça se trouve c'est hyper mauvais pour la santé, faites gaffe, posez-vous la question et conscientisez le truc avant de partager, évidemment. Donc toujours s'interroger sur les intérêts poursuivis. Et là, pareil, ça relie plein de notions qu'on aborde depuis tout à l'heure. Information versus communication. Tout à l'heure, sur l'exemple de pollution, c'est pas du tout pareil. Si ma source, c'est la responsable communication de la petite entreprise qui pollue, là, et qu'elle me dit « Non, mais c'est sûr, l'entreprise n'aurait jamais fait ça », je vais pas lui accorder le même degré de fiabilité que si c'est un journaliste qui a enquêté, qui a interrogé 50 personnes autour et que ça fait 6 mois qu'il bosse sur le sujet et que lui, il a des preuves, documents à l'appui et sources à l'appui qu'il y a eu vraiment des pollutions. Ça peut paraître bête, mais c'est pas parce que la responsable communication, c'est votre copine ou que c'est quelqu'un que vous connaissez ou une amie de votre père ou je ne sais quoi, qu'elle est plus fiable. Non, il faut toujours s'interroger en toute indépendance. Qui me parle? Quel est son intérêt? Pourquoi il s'adresse à moi? Quel message il cherche à me faire passer? Et ça, c'est hyper important aussi sur un plateau télé. Parce que si vous avez sur un plateau télé, parfois, c'est pas toujours dit assez clairement et c'est dommageable. Sur un plateau télé, sur BFM, CNews, sur les chaînes d'info continue, LCI ou d'autres, parfois, vous avez des débats et on ne sait pas toujours trop qui est qui. Essayez de bien lire le synthé quand il est clair et quand il est mis, généralement il revient souvent, de qui s'adresse à vous. Parce que c'est pas la même chose quelqu'un qui vous dit faites-vous tous vacciner ou ne faites jamais le vaccin. Encore une fois, c'est pas pareil s'il est président de telle association, médecin épidémiologiste, boulanger, éditorialiste ou je ne sais quoi d'ailleurs. Mais interrogez-vous sur qui vous parle et quel intérêt il défend. Et donc les conséquences, là, il y en a plein des exemples de désinformation ou de mésinformation. Ça, par exemple, c'est une photo. Ces 2 photos-là, elles ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux un temps, notamment sur Twitter. Celle-là, accompagnée de commentaires anti-immigration, celle-là aussi d'ailleurs. Celle-là pour dire que dans les cités françaises, en gros, on n'était plus chez nous et qu'il y avait de la délinquance et que même la police ne pouvait pas intervenir dans les cités françaises parce que regardez ce qui se passe. Il y a de terribles délinquants qui les braquent avec un pistolet. Sauf que cette image, elle est issue d'un tournage d'une série de Canal+, qui s'appelle Les Lascars. Donc oui, elle est réelle, elle n'a pas été trafiquée. Sauf que les commentaires, le contexte
qui lui a été prêté a été complètement détourné. Et là, on est dans de la désinformation avec une volonté de nuire, avec un message politique derrière. Politique au sens large, pas gauche-droite, mais politique au sens sociétal, au sens idéologique. Et là, c'est pareil. C'est une vraie photo, là, ces femmes qu'on voit en burqa. Sauf qu'en France, peut-être que ça en choquerait certains parce que la loi interdit le port de la burqa dans les lieux publics. Et là, on voit le petit logo de l'association, de la caisse d'allocation familiale, la CAF. Et donc, qui a été rajouté en fait ce logo parce qu'il se trouve que c'est une vraie photo, mais qu'elle vient de Londres, où le port de la burqa n'est pas interdit et que ça n'avait rien à voir avec la CAF. Donc là, l'association malveillante qui a été faite, c'était de dire des femmes en burqa, donc musulmanes, ce sont elles qui vont chercher à avoir l'argent public, les allocations familiales, etc. Donc c'est ça qui grève les fonds des finances publiques en France, etc. Bon, vous voyez tous les messages, donc c'est pas forcément anodin. Parfois, vous me dites, ouais, mais c'est bon, on va pas s'amuser à vérifier tout ce qui passe devant, on s'en fout, c'est pas grave. Ok, encore une fois, lion noir, lion blanc, c'est une chose. Mais ces images-là, elles portent des messages politiques. Lui, il a vu Anas Modamani en Allemagne, c'était un réfugié syrien, et il a vu sa vie complètement balayée parce qu'à cause de ce selfie qu'il a fait avec Angela Merkel, la chancelière allemande, pendant des mois et des années, il s'est fait harceler sur les réseaux sociaux parce que quelqu'un a eu la bonne idée de ressortir l'image de ce contexte et de dire « Ah mais c'est lui, c'est un terroriste ou il a participé à je ne sais plus quel attentat ». Enfin, tout a été dit sur ce pauvre garçon qui s'est pris un raz-de-marée, un shitstorm dans la tête alors qu'il n'avait rien fait et qu'il avait juste fait un selfie avec la chancelière un jour qui passait par là. Voilà. Alors, je regarde l'heure quand même parce que je suis trop bavarde. Est-ce qu'il y a des questions ? Il est 13h46, il nous reste un quart d'heure ensemble. Est-ce que déjà il y a des questions un peu sur ce qu'on a vu ? Regardez, là, sur les buts ou les motifs. Levez la main si vous avez des questions. Je continue tant que je vois pas de main levée, mais... Ah voilà, super. Une main levée. Ah, j'arrive. Vous voyez les différents motifs. Des informations, c'est fait dans un but précis. Mes informations. Donc ça peut être fait pour influencer l'opinion sur le plan politique, faire de l'argent, devenir célèbre. Et là... on a tout un tas d'autres exemples. Alors, je prends ta question. Vas-y, je t'en prie, je t'écoute. Pourquoi un grand nombre des logos d'information, ils sont rouges ? J'ai pas la réponse et je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Votre collègue dit pourquoi un grand nombre des logos des médias sont rouges. Écoute, bonne question. Je me suis fait la réflexion l'autre jour en le refaisant. Il y en a beaucoup des rouges et des bleus. Je n'ai pas la réponse. Peut-être que c'est issu des codes du marketing ou de la communication. C'est une piste, une hypothèse que je lance. Faudrait la vérifier. Il y a des couleurs qui attirent plus le regard. Le but d'un média, c'est de capter votre attention. Est-ce que ça a été consciemment fait pour ça ou pas du tout ? Est-ce que c'est le fruit du hasard ? Par exemple, pour l'humanité, Politis ou Libération, ça peut s'expliquer peut-être parce que le rouge, historiquement, le rouge, le rose, c'était les couleurs plutôt à gauche. Parti socialiste, Parti communiste, le rouge. Donc voilà. Mais alors pour d'autres, Valeurs Actuelles, par exemple, qui est plutôt située à l'extrême droite, c'est en rouge aussi. Ou RMC, c'est en rouge. CNews aussi. Bon, je n'ai pas la réponse. Une question. Bonjour. C'est une question un peu polémique. Est-ce que CNews est une chaîne d'opinion à votre avis ? Alors, votre collègue me demande, est-ce que CNews est une chaîne d'opinion ? C'est hyper difficile en 2 minutes de vous répondre à ça. Vous savez pourquoi d'ailleurs, hein, honnêtement, ça c'est en débat même à l'ARCOM, donc l'autorité de régulation de l'audiovisuel, ancien CSA, qui a changé de nom récemment parce qu'il y a deux organismes qui ont fusionné. Il y a énormément de débats en interne, il y a beaucoup de condamnations de CNews et C8 ces derniers mois, ces dernières années, parce qu'ils ont fait des entorses sur pas mal de sujets d'ailleurs, hein, sur le temps d'antenne de certains partis politiques qui ont été sous-exposés versus d'autres qui ont été surexposés, et donc plutôt l'extrême droite. Évidemment, à cause du polémiste, journaliste polémiste à la base, éditorialiste Éric Zemmour, un peu vedette sur CNews, à qui il a été donné une tribune pendant des mois et des mois. Il avait la parole, il avait des émissions, etc. Donc il a pu énormément s'exprimer, ce qui pour certains observateurs aguerris de la vie politique a contribué à faire qu'il monte dans les sondages et qu'il soit écouté, etc., etc., pour certains. Chaîne d'opinion, honnêtement, c'est difficile à dire. Là, il faudrait que je me positionne parce que tu me demandes presque un avis à moi, à la limite. Donc moi, si je voulais...
Déjà, moi, il faudrait que je fasse un conciliabule avec moi-même pendant 2 heures pour me poser avec tous les pour et les contre et réfléchir vraiment. C'est en partie une chaîne d'opinion, du moins si tu me demandais en France quelle est la chaîne qui est le plus une chaîne d'opinion, je dirais que c'est CNews. Parce que je dirais que c'est sur cette chaîne-là où on sort le plus du devoir de neutralité et de déontologie d'aller chercher, vous savez, comme tout à l'heure, on se le prenait encore, cette histoire de pollution, etc., d'aller chercher partout et d'en revenir avec une idée. Parfois sur CNews, je trouve, et là je donne mon avis, parfois sur CNews, je trouve qu'on ne va pas chercher partout, mais on va chercher que ce qui va un peu dans un certain type d'idées, et on discrédite, on décrédibilise assez vite, et de manière trop virulente à mon goût, mais là c'est plus la citoyenne qui parle, c'est pas la journaliste. Mais voilà, après, choisissez les chaînes qui vous intéressent ou pas. Finalement, sur CNews, moi, c'est même pas la couleur de l'opinion que j'interroge ou que je pointe du doigt. Moi, en tant que journaliste, ce qui me pose problème, c'est que, normalement, une chaîne d'information qui détient un canal qui est donné par un État qui donne en fait une concession sur un canal, une chaîne, avec certains critères à respecter, qui sont informés, c'est pas censé être une chaîne d'opinion normalement. Donc c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir des sanctions et que notamment Cyril Hanouna sur C8, c'est aussi ce qui se passe, c'est qu'il y a un débat sur est-ce qu'on va lui redonner la chaîne, la concession de C8 au groupe Bolloré, parce que s'il sort trop des clous et qu'il ne respecte pas le cadre, bah oui, ça devient quelque chose d'opinion et pas de l'information. Mais là, on ouvre un débat très très vaste. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a certains cas où il y a un condamné qui se fait aligner par tous les médias, alors que ça traitait d'un sujet en parallèle, comme par exemple l'affaire Palmade, avec la drogue au volant. Pourquoi particulièrement ce personnage s'est fait aligner par tous les médias? Pierre Palmade? Oui. Oui, quand tu dis ce personnage. Ok. Pourquoi l'attention médiatique parfois se focalise sur un truc et ne parle que de ça pendant un temps? Et est-ce que c'est bien ou pas? Vous avez 2 heures. Honnêtement, là encore, c'est une super question hyper pertinente et vous avez raison de vous poser ces questions-là et ça prouve que vous avez de l'esprit critique. Moi, c'est une question que je me pose régulièrement et je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une formule magique ou une recette miracle et parfois il y a des trucs qui font le buzz. Donc voilà, moi je vais vous donner des clés de réflexion, mais c'est pas une réponse, c'est pas une vérité, c'est des clés de réflexion. Parfois, comment? Le buzz, c'est aléatoire. On ne sait pas vraiment ce qui va prendre, ce qui ne va pas prendre, mais ce qui est sûr, c'est que sur les chaînes d'infos en continu, elles ont l'œil rivé sur les audiences. Et que donc, quand il y a un sujet qui marche très bien, parce que tout le monde regarde, eux, ils voient leur courbe d'audience qui monte. Et donc, moi, souvent, ce que j'invite à faire, à réfléchir, c'est aussi notre responsabilité à nous. Pourquoi? Parce que ces chaînes-là, si personne mate les sujets sur Pierre Palmade, la drogue, toutes les fake news qui ont été sorties sur des complots de je ne sais quoi... tous plus acadabrantesques que les uns que les autres, en fait, c'est parce qu'il y a des gens pour regarder aussi. Et que si on éteignait tous CNews au moment où ils nous parlent de Pierre Palmade, ou CNews, ou BFM, ou n'importe qui, je ne fais pas un focus sur CNews spécifiquement, leurs audiences baisseraient et ils se diraient pas « on va refaire une émission sur ça demain, puisque tout le monde a regardé celle-là ». Bon, déjà, il y a la question de nous, l'auditoire, voilà. Mais par contre, oui, il y a quelque chose qu'on peut déplorer, et moi, je le déplore. En tant que journaliste, et j'ai plein de collègues qui le déplorent, c'est que moi, dans l'idéal, ce qu'on pourrait espérer d'un média d'information, c'est qu'il soit déconnecté de toute préoccupation de vente ou d'audience, que ce soit en presse écrite ou à la télé, et qu'on choisisse nos sujets uniquement en fonction de l'importance de ce sujet-là, de son caractère d'intérêt public, d'intérêt général, etc. Moi, je rêve de ça, et la plupart de mes collègues rêvent de ça. Sauf que la réalité, je vous donne un exemple, n'importe quel journal papier, Paris Match, Libération, Le Figaro, si demain, si leurs 3 prochains numéros, ils le font sur des conflits en Afrique du Sud, ou la guerre au Yémen, ou les Ouïghours en Chine, minorité musulmane discriminée, ils vont vendre très certainement, malheureusement, parce que l'expérience le montre, beaucoup moins de numéros. Alors que c'est des sujets d'intérêt public déchirants, hyper intéressants, qui concernent des millions de personnes dans le monde, etc. Mais ça intéresse peu ou beaucoup moins l'électorat. Vous voyez le lapsus, l'auditoire, l'audience, le public français. Et donc, pour les patrons de presse, c'est important aussi pour en vivre, c'est des patrons de presse. Donc, il y a aussi des enjeux économiques. C'est pour ça que je vous ai remis cette carte-là. Oui, il y a des enjeux économiques dans la presse et il y a des enjeux d'audience et de rentabilité aussi. Et d'influence aussi parfois. Donc, je retrouve plus la carte, mais c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc, du coup, oui, parfois ça joue et ça influence sur
sur les choix de ce qui est traité ou pas et de ce qui fait le buzz ou pas. C'est malheureux, mais malheureusement, ça joue. Donc, enquêter, fouiller, ça, c'est des notions qu'on a déjà vues un peu tout au long de cette heure-là, donc je ne reviens pas dessus. Tel Sherlock Holmes, faites les petits enquêteurs. Elle est en 2 fois, pardon. Les outils pour avoir un débat constructif apaisé, on n'en parle jamais, c'est dans aucune matière, c'est pas un cours, c'est ce qu'on disait un peu au début, la modestie, l'humilité, l'ouverture d'esprit, tout ça, ça va avec l'esprit critique. Tout ça, ça fait que vous allez avoir moins de conflits autour de vous, que vous allez mieux comprendre vos interlocuteurs, que vous allez être mieux informés, que vous allez moins tomber dans les pièges. Le doute, la nuance. Regardez à combien de moments, d'ailleurs ça vous a fait rire, à combien de questions j'ai répondu je sais pas, où il me faudrait 2 heures pour répondre. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est pas parce que c'est de la fausse modestie et qu'en fait j'avais la réponse mais que je voulais pas vous la donner. C'est qu'honnêtement, sur des sujets, c'est hyper complexe. Vous savez, il y a une courbe, je crois que c'est la courbe de Dunning-Kruger. Il y a une courbe hyper intéressante qui dit, ça pareil, retenez-le toute votre vie. C'est le niveau, en abscisse, vous avez le temps qui passe, et en ordonnée, vous avez le niveau de connaissance. Quand on connaît rien d'un sujet et qu'on part de 0, je vous fais la courbe dans votre sens, et qu'on part de 0, eh ben on part de là, dans le temps, et plus on apprend, et plus on grimpe en connaissance, plus on se rend compte, en fait, au début, donc on atteint un pic, on se dit, ouais, je sais tout, je suis trop fort dans cette matière, au bout de quelques heures, quelques jours à avoir bossé sur un sujet. Et en fait, après, plus on avance et plus on creuse ce sujet, plus on redescend sur la courbe, parce que plus on se rend compte que, en fait, ce qui nous reste à savoir sur ce sujet, c'est énorme, et en fait, plus on se rend compte qu'on est ignorant sur ce sujet. Et que les vrais spécialistes, eux, ils n'ont pas passé quelques heures ou quelques jours, ça fait 10 ans ou 20 ans qu'ils bossent dessus. Et ça, c'est important, ça nous pousse à l'humilité. Parce que parfois, on croit tout savoir parce qu'on a vu un documentaire d'1 heure sur un sujet. Ben non, dites-vous qu'il y en a, ça fait 40 ans qu'ils bossent dessus. Donc peut-être que vous n'avez pas tout compris de ce sujet. Ou que même dans ce documentaire d'1 heure, il était biaisé d'une manière ou d'une autre et qu'il y a d'autres possibilités, d'autres points de vue. Ok, s'appuyer sur les nouvelles technologies, pareil, je vous ai mis, je ne sais pas si le PowerPoint va pouvoir être transmis, mais quelques outils, parce que vous êtes dans des filières plus ou moins d'ailleurs, je ne sais pas, informatique, les outils du numérique, vous avez quand même la chance d'être à un moment où vous avez accès à tout un tas d'outils absolument incroyables pour vérifier des infos, en matière de géolocalisation, en matière à aller rechercher dans les archives du web, aller fouiller dans les archives du web, pour retrouver des images ou des vidéos, savoir si elles ont été manipulées, truquées ou pas, etc. Vous avez plein d'outils à votre disposition. Donc pareil, c'est pas que de l'enquête, c'est pas comme du temps du Watergate ou de Sherlock Holmes. Là, vous avez des outils de fou gratuits en libre service sur le web que vous pouvez utiliser pour faire vos recherches. Les attitudes contre-productives, et on en a presque fini, j'ai plus que 2 slides, s'il nous reste 2 petites minutes. Oui, c'est bon, vas-y. Les attitudes contre-productives, diaboliser, ridiculiser, la méthode frontale. Ça, je vous l'ai dit, mais je le répète, c'est hyper important. Mettre le doute. Vous savez pourquoi? On parle beaucoup dans les médias, il y a souvent des sujets sur le complotisme, les complotistes, le complotisme. Comme s'il y avait un espèce de profil type et que tous les regards devaient s'abattre sur les complotistes qui croient que la Terre est plate, ou qui, etc., etc. Ou qui croient qu'il y a des puces qu'on nous injecte avec le vaccin, etc. Mais finalement, le problème des complotistes, même si j'aime pas le terme et que, bref, c'est plus complexe que ça, ce sujet-là, c'est pas tant qu'ils doutent de tout et de tout le monde, c'est qu'ils ont des certitudes et qu'ils sont sûrs d'avoir raison sur leur sujet. Et moi, c'est ça qui me pose problème. C'est pour ça que qui me pose problème à moi, on s'en fout de moi, mais qui pose problème en démocratie et qui pose problème dans un débat et dans une vie d'entreprise, dans une vie de famille, dans un couple, etc., etc. C'est quand les gens sont trop sûrs d'eux-mêmes et qu'ils sont sûrs de tout et qu'ils sont sûrs d'avoir tout compris. Donc réintroduire du doute, ça c'est une clé qui va vous aider et qu'il faut vous appliquer à vous-même pour pas tomber dans les pièges tendus par d'autres ou tendus par vous-même. Pareil, creuser la notion de biais cognitif. Ça, c'est les pièges tendus par nous-mêmes, par notre cerveau. Les biais d'engagement, les biais de confirmation. Tout ce qui est enclin à nous tromper nous-mêmes parce que c'est plus agréable d'aller chercher des infos qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà. C'est aussi se méfier de nous-mêmes. Déjouer les pièges de la désinformation, c'est se méfier de nous-mêmes. Et la loi de Brandolini, je finis par ça parce que c'est rigolo. Vous voyez ce petit dessin là, à droite? À gauche, vous avez un panneau qui dit « Réponse simple, mais fausse ». Il y a du monde, ça se bouscule au portillon.
Et puis là, dans les réponses à droite, complexes mais exactes, où le chemin est plus long, plus tortueux, c'est fatigant. Ah bah là, il y a beaucoup moins de monde au portillon. Ok. Sauf que là, vous vous élevez, vous apprenez des choses sur vous, sur vous-même, vous déjouez les pièges, vous allez grandir en compétences, en savoir-faire, en savoir-être. Et là, c'est quoi au bout? C'est un ravin souvent. Ça veut dire que c'est quoi? Vous n'allez pas tomber dans un ravin. Sauf que là, ça veut dire qu'il y a plein de pièges, tous les pièges de la désinformation, les arnaques sur le web. Vous allez peut-être perdre de l'argent, perdre votre temps, perdre votre énergie, perdre des amitiés, vous embrouiller avec des gens, parce que ça a un impact hyper concret, la désinformation, sur nous tous. Donc faites le choix des réponses complexes mais exactes. Et tout ça va vous donner des clés. J'espère vous avoir donné quelques clés pour devenir un citoyen éclairé, même si clairement, ce n'est pas en 1 heure que ça se joue. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Lucille. On va conclure cette causerie, une thématique hyper riche qui parle à tout le monde et c'est aussi ça les causeries et ça rentre complètement dans le sujet. Vous apportez des bases sur plein de sujets différents pour enrichir votre culture générale, vos opinions peut-être. En tout cas, vous apportez des informations tant qu'on peut et après à vous d'aller plus loin, de les traiter et de les partager, toujours avec une clairvoyance d'esprit et un sens critique. Merci à tous. Donc, je vais vous présenter donc la causerie de la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, alors déjà, si vous avez des questions, si vous voulez récupérer peut-être la présentation ou autre, n'hésitez pas à envoyer des questions à causerie@idfc.saisie.fr. Si vous avez des idées pour la programmation de l'année prochaine également, de causeurs ou de thématiques, vous envoyez vos idées et ça sera pris en compte si ça rentre dans le programme pour l'année prochaine. Vous avez les replays disponibles sur YouTube. Alors, je sais qu'il y a quelques dernières causeries qui ne sont pas encore en ligne parce qu'on a eu un petit peu des soucis de lourdeur de fichiers. Ça sera mis très prochainement en ligne, mais vous avez toutes les thématiques sur les 2 dernières années également. Et puis, donc, la semaine prochaine, je vous retrouve sur les enjeux de la cybersécurité avec donc le National Security Officer de Microsoft France qui sera là pour vous parler d'un sujet tout aussi intéressant, différent, et c'est ça qu'on aime. Merci à tous, bon après-midi, à très bientôt.